dans les couloirs feutrés d'un café parisien niché au cœur du Marais, où les murs chargés d'histoire semblent murmurer des confidences oubliées, Laura Smet s'est assise un après-midi d'octobre 2025. À 41 ans, l'actrice, dont le regard porte encore les ombres d'un passé tumultueux, a choisi cet endroit discret pour briser un silence qui dure depuis près des Banyan. 8 ans après la disparition de Johnny Hallyday, le 5 décembre 2017, la fille cadette du rocker iconique a accepté de parler ouvertement de son frère aîné, David Hallyday. Ce n'était pas une simple conversation familiale, c'est une révélation qui éclaire les coulisses d'un deuil familial fracturé, marqué par des hommages publics et des blessures privées. Laura, d'une voix mesurée, a confié que David, à 59 ans, porte encore le poids écrasant de cette absence, un fardeau qui le pousse aujourd'hui à composer une nouvelle chanson dédiée à leur père commun. Cette œuvre naissante, qu'il prépare dans l'intimité de son studio californien, promet d'être un témoignage brut, un pont entre le passé glorieux de Johnny et le présent hanté de son fils. Ce qui suit est une plongée au cœur de cette fratrie unie par le sang et le chagrin, explorant les strates d'une histoire où la musique sert de remède autant que de rappel douloureux. De l'enfance fragmentée à l'héritage contesté, en passant par les échos actuels d'une création artistique, cette enquête retrace les contours d'un lien fraternel forgé dans l'adversité. L'histoire de David Hallyday commence par un éclat de lumière et d'ombre, le 14 août 1966, dans une chambre d'hôpital parisienne, où 2 étoiles de la variété française, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, accueillent leur premier-né, David Michael Benjamin Smet, comme il s'appelle officiellement, grandit dans l'aura étincelante d'un père qui conquiert les stades et les cœurs, mais aussi dans les silences imposés par une célébrité vorace. Les premières années de l'enfant se déroulent entre les coulisses des concerts et les appartements haussmanniens, où les rires fusent aussi vite que les disputes. Johnny, avec sa silhouette de rebelle éternel, enseigne à son fils les rudiments de la guitare. Ces accords simples, qui deviendront plus tard les fondations d'une vocation. Pourtant, cette proximité paternelle est précaire. À peine a-t-il 7 ans que ses parents se séparent, en 1970, dans un tourbillon médiatique qui fait les choux gras des tabloïds. Sylvie, la mère protectrice, emmène David aux États-Unis, loin du tumulte français, pour lui offrir une enfance plus stable. Là-bas, à Los Angeles, sous le soleil implacable de la Californie, le garçon découvre le rock américain, les disques de Jimi Hendrix et les circuits automobiles, une passion qui le mènera à devenir pilote professionnel. Ses exils successifs forgent un caractère indépendant, un jeune homme qui, adolescent, compose déjà ses premières mélodies dans la solitude d'une chambre d'adolescent. Mais David n'est pas seul dans cette lignée. 17 ans plus tard, en 1983, naît Laura Smet, fruit de l'union de Johnny avec Natalie Bay, une actrice dont la sensibilité contraste avec le flamboiement du rocker. Laura grandit à Paris, bercée par les plateaux de tournage et les chansons de son père, qui lui dédie en 1986 le tube Laura, une ballade signée Jean-Jacques Goldman qui immortalise leur lien tendre. Pourtant, la différence d'âge creuse un fossé initial. David, déjà adulte et immergé dans sa carrière naissante, n'a que peu d'occasions de croiser sa demi-sœur. Les rencontres sporadiques, lors des fêtes familiales ou des anniversaires de Johnny, sont polies mais distantes, comme des esquisses inachevées d'une toile familiale. C'est dans ce contexte
que David forge son identité artistique. En 1987, il sort son premier album, True Cool Lovers, un disque imprégné de blues rock qui révèle un talent brut, loin de l'ombre paternelle. Ses chansons parlent de routes infinies et de cœurs brisés, écho d'une enfance nomade. Pourtant, au fil des années 1990, la musique devient un terrain de réconciliation. David compose pour son père, et en 1999, l'album 100% voit le jour, un projet père-fils qui vend 2 millions d'exemplaires et scelle une alliance créative. Ces notes partagées sont les premiers fils tissés entre David et l'héritage de Johnny, un legs qui des décennies plus tard se teintera de douleur. Analysant ses débuts, on perçoit comment la filiation de David n'est pas linéaire, mais un puzzle recomposé au gré des absences et des retrouvailles, préparant le terrain à un deuil qui, loin de cicatriser, s'infiltre dans chaque accord qu'il pose aujourd'hui sur papier. Le 5 décembre 2017 marque un séisme dans l'univers de David Hallyday. Lorsque Johnny, terrassé par un cancer du poumon à l'âge de 64 ans, s'éteint dans sa maison de Marnes-la-Coquette. Les funérailles le scènent, un cortège solennel sur les Champs-Élysées suivi d'une cérémonie à l'église de la Madeleine attire en tantaine de milliers de fans, transformant Paris en un deuil national. David, revenu de Californie pour ses adieux, se tient aux côtés de sa mère Sylvie et de Laura, un trio uni dans la peine, mais déjà fissuré par les ombres de l'héritage. Dans un communiqué commun publié le lendemain, les deux aînés expriment une douleur immense. Notre père, notre frère, notre ami nous a quittés. Il nous laisse un vide immense, mais aussi un héritage de joie et de musique qui vivra éternellement. Ces mots, laconiques, masquent une tourmente intérieure. David, assez habitué à la discrétion, se replie sur lui-même, traversant les premiers mois dans un silence assourdissant. Ses amis proches décrivent un homme brisé, qui compose frénétiquement dans son studio, comme si les notes pouvaient combler le silence laissé par la voix rauque de Johnny. Laura Smith, de son côté, canalise son chagrin à travers le cinéma et des publications sporadiques sur les réseaux sociaux où elle partage des photos jaunies de leur père, ces instants volés où Johnny, guitare en main, semble immortel. La fratrie se rapproche dans cette épreuve. Des appels nocturnes transatlantiques, des dîners improvisés à Paris, où ils évoquent les souvenirs communs, les Noëls bruyants, les tournées où David ouvrait pour son père. Pourtant, le deuil de David s'avère plus viscéral, ancré dans une relation père-fils faite de complicité artistique. En 2018, il sort « Ma dernière lettre », une chanson d'amour et de transmission qu'il présente comme « le plus important de ma vie personnelle et artistique ». Les paroles, murmurées sur une mélodie épurée, parlent de regrets non dits et de promesses éternelles. J'aurais voulu te dire avant que le temps nous sépare. Ce titre, interprété au NRJ Music Awards en novembre 2018, arrache des larmes au public, mais pour David, c'est une catharsis inachevée. Des proches révèlent qu'il rejoue en boucle les enregistrements de 100%. Cette collaboration de 1999 où leurs voix s'entremêlent, comme pour conjurer l'absence. 8 ans plus tard, en 2025, cette ombre persiste. Lors de sa tournée Requiem pour un fou, lancée en novembre 2024 et prolongée jusqu'en avril 2025, David revisite les tubes de Johnny. Vivre pour le meilleur, l'envie
quelque chose de Tennessee, sans les altérer outre mesure. Je reste dans l'ADN des chansons, confie-t-il lors d'un concert au Dôme de Paris. En mars 2025, où l'émotion décuple à chaque refrain. Le public, composé de fans de la première heure et de jeunes découvrant le rocker via les reprises, perçoit cette fidélité comme un acte de piété filiale. Mais derrière les applaudissements, David avoue dans une interview à Gala en avril 2025 que le deuil n'existe pas. On invente ce mot pour avancer. Mais la tristesse est toujours là, présente. Cette déclaration, prononcée d'une voix ferme mais les yeux humides, souligne une cicatrice ouverte. La perte de Johnny n'est pas une page tournée, mais un refrain obsédant qui hante ces nuits californiennes. Ainsi, l'absence du taulier n'est pas seulement un vide chronologique. Elle est une force créatrice, un moteur qui propulse David vers de nouvelles compositions, où chaque note est un dialogue inachevé avec le père disparu. Si le deuil unit David et Laura, c'est dans l'épreuve de l'héritage que leur lien se solidifie véritablement. Immédiatement après la mort de Johnny, une tempête judiciaire éclate. Le testament américain qui lègue tout à Laetitia Hallyday et ses deux filles, Jade et Joy, exclut les aînés. David et Laura, soutenus par Sylvie Vartan et Natalie Bay, contestent cette décision, arguant d'une fraude potentielle. Les audiences, relayées par la presse, poupées, opposant deux camps familiaux. D'un côté, la veuve défendant la volonté exprimée de Johnny. De l'autre, les enfants aînés réclamant une part morale de l'héritage spirituel. En novembre 2018, David et Laura demandent le gel des royalties sur les disques de leur père, estimés à 800 000 € annuels, pour empêcher leur transfert dans un trust californien. C'est une question de justice, pas de greed, déclare David dans une rare sortie publique, soulignant que l'enjeu dépasse l'argent pour toucher à l'essence de leur lien avec Johnny. Au milieu de ce chaos, la fratrie trouve refuge l'un chez l'autre. En 2019, ils signent un taquin. Corde amiable avec Laetitia, récupérant des biens symboliques, une guitare pour Laura, des droits moraux sur Laura. Mais les cicatrices persistent. David, depuis Los Angeles, multiplie les messages vocaux à sa sœur. « On s'est rencontrés en chemin », dit-il souvent, évoquant leur rapprochement tardif. Lors d'une interview à RTL en mars 2025, il raconte le moment pivot, pendant l'enregistrement de « Tu ne m'as pas laissé le temps » en duo avec Johnny, Laura, alors adolescente, entre en studio. À partir de ce jour, on ne s'est plus lâché, confie-t-il, décrivant des fous rires partagés et une hypersensibilité commune, teintée d'humour sarcastique. Laura, de son côté, rend hommage à ce frère protecteur dans un post Instagram en juin 2025 pour les 82 ans de Johnny. « David est mon pilier, celui qui comprend sans mots la douleur de porter ce nom. » Cette complicité se manifeste artistiquement. En 2023, Laura réalise le clip de Ma dernière lettre, y glissant des symboles subtils, un loup aux yeux bleus évoquant le côté animal de leur père. David, ému, déclare « Je n'aurais choisi personne d'autre ». En 2024, son album Requiem pour un fou inclut une reprise de Laura, émouvant clin d'œil à sa sœur, qui avoue être bouleversée par cette déclaration d'amour fraternel. Analysant ce duo, on voit comment l'adversité a transmuté leur relation, d'une distance générationnelle à une alliance indéfectible, où la musique et les souvenirs communs
deviennent un bouclier contre l'oubli. En octobre 2025, c'est Laura qui, la première, évoque publiquement le projet de chanson de David, confirmant que leur père reste le fil rouge de leur existence partagée. Octobre 2025 apporte une lumière nouvelle sur le deuil de David Hallyday, grâce à la franchise inattendue de Laura Smet. Lors d'une rencontre informelle dans ce café du Marais, l'actrice, vêtue d'un manteau ample, qui accentue sa silhouette élancée, commande un thé vert avant de plonger dans les méandres familiaux. Ces mots, prononcés avec une précision chirurgicale, contrastent avec l'émotion palpable qui les sous-tend. David n'a pas encore surmonté la perte de papa, confie-t-elle, les yeux fixés sur la tasse fumante, comme pour y lire les contours d'une vérité longtemps tue. Cette déclaration n'est pas un scoop sensationnel, mais une vérité nue, forgée dans les échanges intimes qu'ils partagent depuis des années. Laura évoque les nuits où son frère, à l'autre bout du fil depuis la Californie, laisse échapper des sanglots étouffés, hanté par l'image de Johnny sur son lit d'hôpital, refusant les visites dans ses derniers instants. Il porte ça comme une armure trop lourde, ajoute-t-elle, décrivant un homme qui, malgré ses 59 ans et sa vie accomplie, mariage avec Alexandra Pastor, père de 3 enfants, carrière de pilote reconverti en musicien, reste prisonnier d'un vide abyssal. Cette révélation s'inscrit dans un contexte plus large de commémoration. À l'occasion du 82e anniversaire de Johnny, en juin 2025, Laura avait déjà participé au clip de « Appelle-moi Johnny » de Pascal Obispo, une collaboration émouvante tournée en Camargue, où elle chevauche un cheval blanc sous un chapeau de cow-boy, évoquant les westerns que leur père adorait. C'est la première fois que je rends hommage publiquement à papa, comme une conversation entre amis, avait-elle commenté sur Instagram, saluant la loyauté d'Obispo, proche de la famille depuis des décennies. David, informé de ce projet, avait répondu par un message vocal. « Ça me touche, petite sœur, ça nous rapproche de lui. » Mais c'est en privé que Laura perçoit la profondeur du mal-être de son frère. Lors d'une visite à Los Angeles, en février 2025, elle le trouve absorbé dans des carnets jaunis, remplis de paroles inachevées, inspirées par Johnny. Il me dit que chaque chanson qu'il écrit depuis 2017 est un morceau de papa qu'il essaye de récupérer, raconte-t-elle, la voix tremblante, pour la première fois. Le contexte familial amplifie cette douleur. Les tensions persistantes avec Laetitia Hallyday, malgré l'accord de 2019, ressurgissent en septembre 2025, lorsque Laura annonce un projet de long-métrage sur l'héritage de Johnny, une biographie cinématographique qu'elle envisage de réaliser elle-même. C'est ma façon de le garder vivant, sans risquer l'oubli, explique-t-elle, hésitante sur le timing, mais déterminée à inclure des témoignages de David. Ce film, encore au stade embryonnaire, pourrait inclure des archives familiales, des interviews avec Sylvie Vartan et des reprises musicales signées par son frère. Pourtant, Laura admet que ces initiatives ravivent que les plaies. David est témoin. On parle souvent de ce que papa aurait pensé de tout ça. Il nous manque pour trancher, pour rire de nos doutes. Analysant cette confidence, on discerne un deuil non pas collectif, mais individualisé. Pour Laura, l'expression artistique est libératrice. Pour David, elle est un rappel lancinant. Cette révélation de Laura n'est donc pas un jugement, mais un appel à la compréhension, soulignant comment le chagrin, loin d'être linéaire, serpente à travers les années, influençant chaque décision créative.
en confirmant que son frère prépare une chanson hommage. Elle ouvre une fenêtre sur un processus intime, où la musique devient le seul langage capable de nommer l'innommable. À des milliers de kilomètres de Paris, dans les collines ensoleillées de Los Angeles, David Hallyday s'isole dans son studio personnel, un sanctuaire aux murs tapissés de vinyles et de trophées automobiles. C'est ici, au milieu de guitares Fender, usées et de partitions éparpillées, que naît la chanson qu'il destine à Johnny, un projet qu'il mûrit depuis des mois, sans en révéler les contours précis. En octobre 2025, alors que l'automne colore les vignes californiennes, David passe des journées entières à gratter des accords mineurs, cherchant dans chaque riff l'écho de la voix de son père. C'est comme si je lui parlais directement, sans intermédiaire, confie-t-il lors d'un appel avec Laura, qui relaie ses mots avec une tendresse protectrice. Cette composition, encore sans titre définitif, s'annonce comme un requiem personnel plus introspectif que les reprises flamboyantes de sa tournée Requiem pour un fou. Contrairement à 100%, où les voix du père et du fils se fondaient en duo triomphant, cette pièce est solitaire, un monologue adressé à l'absence. Les origines de cette création remontent à l'hiver 2024, après un concert à Bruxelles en avril 2025, où David, sur scène au Forest National, a ressenti un pic d'émotion en interprétant « Je te promets ». Le public en liesse scandait les paroles, mais lui, derrière les projecteurs, revivait les enregistrements originaux avec Johnny en 1987. À ce moment, j'ai su que je devais écrire quelque chose de neuf, pas une reprise, mais une continuation, raconte-t-il dans une note vocale envoyée à sa sœur. Depuis, le processus est rituel. Matin, brumeux, où il court le long de la Pacific Coast Highway, esprit vagabond, pour capter des bribes de mélodie. Après-midi confiné, où il enregistre des démos sur un magnétophone à bande, refusant les outils numériques trop froids. Ses enfants, Cameron, 28 ans, déjà musicien, Ilona et Emma, ses filles adolescentes, gravitent autour, apportant café et encouragement. Alexandra, son épouse depuis 2011, issue d'une famille princière monégasque, veille en silence, habituée à ces phases d'immersion où David disparaît dans son monde intérieur. Le contenu thématique de la chanson émerge des strates du deuil. Des couplets sur les routes parcourues ensemble, ses virées en Harley, où Johnny, aviateur dans l'âme, lui apprenait la liberté. Un refrain sur les non-dits, ses conversations avortées lors des derniers mois de maladie. Papa m'a appris à chanter la rage, mais aujourd'hui, c'est la tendresse que je veux lui offrir, explique David, citant des influences comme Bruce Springsteen, dont les ballades ouvrières résonnent avec son propre parcours de fil d'icône. Techniquement, il opte pour une instrumentation minimaliste. Guitare acoustique, un piano éthéré rappelant les sessions de 100%, et peut-être une section cuivre pour évoquer les stades conquis par Johnny. Des collaborateurs discrets, comme son vieux complice Pascal Obispo, pourraient prêter main forte. Mais David insiste sur l'authenticité. Ça doit être moi, pur, sans filtre. Cette gestation n'est pas sans heurte. Des nuits d'insomnie où il relit les lettres de Johnny, ces missives manuscrites envoyées lors de ses tournées, ravivent la douleur. Le deuil, c'est une vague qui revient sans prévenir, avoue-t-il à un proche, écho à ses propos de gala en avril. Dans ce contexte, la chanson devient un acte de résistance. Elle s'inscrit dans une lignée d'hommages,
l'album Requiem pour un fou de 2024, avec ses duos virtuels comme la reprise de 100%, mêlant leurs voix. La tournée où il invite Sylvie à narrer l'introduction de Quelque chose de Tennessee, mais dépasse le spectacle pour toucher l'intime. Laura, informée des avancées, suit le processus comme une gardienne. C'est sa thérapie, et la nôtre par procuration. Analysant cette création, on perçoit un David en mutation. Le pilote audacieux, le musicien nomade, se mue en possède du chagrin, transformant la perte en legs. Cette ode naissante n'est pas une clôture, mais une ouverture, un dialogue perpétuel avec le fantôme bienveillant de Johnny, dont l'ombre plane sur chaque note, invitant à une réflexion plus large sur comment l'art guérit les fractures familiales. L'héritage de Johnny Hallyday n'est pas seulement financier. Il est une symphonie inachevée que David et Laura tentent de diriger au milieu des dissonances. Dès 2018, le Testament américain déclenche une saga judiciaire qui divise la famille en deux. D'un côté, Laetitia et ses filles, défendant un choix perçu comme protecteur. De l'autre, David et Laura, plaidant pour un équilibre moral. Les tribunaux français, saisis en urgence, statuent en leur faveur sur des points symboliques. En 2019, Laura obtient le droit moral sur Laura. Cette chanson qui porte son nom et scelle l'amour paternel. David récupère des royalties partielles, estimées à plusieurs millions sur les ventes posthumes, comme « Mon pays, c'est l'amour ». Pourtant, ces victoires sont amères. David, dans une rare interview à Ouest France en juin 2025, confie « L'argent ne rachète pas les souvenirs, mais il permet de les préserver ». Cette bataille, qui oppose des avocats chevronnés et des experts en droit international, révèle les fractures d'une famille éclatée par la gloire. Johnny, avec ses 5 mariages et ses enfants disséminés, a légué non seulement des disques d'or, mais un puzzle émotionnel. Au cœur de cette tourmente, la musique devient un terrain de réconciliation. En 2023, David invite Laura à co-réaliser le clip de Ma dernière lettre, une vidéo imprégnée de symboles, loups errants pour l'instinct rock'n'roll de Johnny, lettre jaunie pour les mots non dits. On a caché des clins d'œil que seuls nous comprenons, révèle David aux Parisiens, soulignant comment ses collaborations pansent les plaies. L'album Requiem pour un fou, sorti en juin 2024, marque un jalon. 15 titres mêlant répertoire personnel et reprises paternelles, avec l'accord explicite de Laetitia et Laura. Vivre pour le meilleur devient un hymne à la résilience familiale. L'envie, une déclaration contre l'oubli. La tournée qui suit, de Lille à Marseille, en passant par Bruxelles en avril 2025, transforme les zéniths en cathédrales laïques. David, torse nu sous les spots, alterne ses tubes comme « Un jour viendra » avec les classiques de Johnny, invitant le public à chanter en chœur. Sylvie Vartan, narrant l'intro de Quelque chose de Tennessee, et des hologrammes subtils de Johnny ajoutent une dimension spectrale, émouvant les 20 000 spectateurs par soir. Pourtant, les ombres persistent. En septembre 2025, Laura relance le débat en annonçant son projet de film biographique, une œuvre qui pourrait inclure des témoignages de David et explorer les coulisses de l'héritage. C'est pour que papa ne soit pas réduit à des querelles, insiste-t-elle, face aux rumeurs d'un nouveau clash avec Laetitia. David, soutenant l'initiative, compose en parallèle sa chanson Hommage, envisageant d'en offrir un extrait pour la bande-son. Ces gestes artistiques,
reprises, clips, projets cinématographiques ne effacent pas les conflits, mais les transcendent. Comme l'analyse un biographe proche, l'héritage de Johnny est vivant tant qu'il inspire. David et Laura en sont les gardiens, non les héritiers passifs. En intégrant des éléments contemporains, comme des collaborations avec Obispo sur Appelle-moi Johnny, en juin 2025, ils actualisent le mythe. La chanson de David, avec ses thèmes de transmission, pourrait bien être le chaînon manquant, un pont entre passé glorieux et futur réconcilié. Cette dynamique révèle une famille en perpétuelle recomposition, où les notes l'emportent sur les plaidoiries et le chagrin se mume en héritage partagé. Alors que l'année 2025 tire vers sa fin, le projet de chanson de David Hallyday émerge comme un phare dans la brume du deuil, promettant non une résolution, mais une continuité vibrante. Prévue pour une sortie discrète en 2026, peut-être intégrée à un EP intimiste, cette composition s'annonce comme le couronnement d'une décennie de lutte créative. David, de retour d'une session d'enregistrement en septembre 2025, décrit un morceau épique en gestation, une ouverture acoustique, évoquant les ballades folk que Johnny affectionnait dans ses jeunes années, évoluant vers un crescendo rock où percussions et guitares électriques rappellent les stades des années 1980. C'est une lettre ouverte à papa, mais aussi à moi-même, confie-t-il à Laura, qui envisage déjà d'en réaliser le clip, prolongeant leur duo artistique, influencé par les sessions de Requiem pour un fou, où il a mêlé sa voix à celle archivée de Johnny sur 100%, cette nouvelle œuvre pourrait inclure des samples subtils, un rire enregistré lors d'une répétition, un riff de guitare hérité, pour créer une illusion de présence. Ce projet s'inscrit dans un renouveau personnel pour David. Père de 3 enfants qui grandissent à l'ombre de la légende familiale, il équilibre désormais sa vie entre circuits de course, une passion ravivée par une participation au rallye de Monte-Carlo en janvier 2025, et scènes intimistes. Sa tournée, prolongée par des dates en Suisse et en Belgique, a vendu 150 000 billets, prouvant que l'hommage filial transcende les générations. Les fans de papa viennent pour les souvenirs, les jeunes pour l'énergie brute, observe-t-il, notant comment des ados, biberonnés au stream, redécouvrent Johnny via ses reprises. Collaboration future se profile, un duo potentiel avec Obispo, ami de la famille depuis les années 1980, ou une apparition dans le film de Laura, où il pourrait composer la partition. Ses horizons artistiques atténuent le chagrin, transformant la douleur en carburant. La tristesse est là, mais elle nourrit la musique, résume David dans une confidence à Closer en février 2025.